Quand la fédération a acheté ce camp-là, c'était pour le monde de la ville de Montréal, les jeunes qui n'étaient pas trop riches, là, puis qui venaient passer 15 jours, 3 semaines, avec des animateurs, puis tout ça. C'était un gros camp, c'était un camp qui avait quand même 200 personnes là aussi. C'était dans la Bétlouche. Après ça, dans cette même époque-là, tu avais les scouts, là, qui étaient un petit peu partout. On appelait le camp Ville-Marie, qui était un camp de scoutisme, qui était au lac Prévost à l'époque. Et tu avais les Jacoyous qui étaient du côté du lac Croche. Je ne sais pas si tu as vu l'enseigne. L'enseigne est encore là. Oui, c'était du scoutisme. Tu avais des guides, les filles c'était des guides, puis les garçons c'était des. Parce que dans le temps, ça ne se mêlait pas. Fait que qui venaient passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Le temps du tourisme de l'époque, là, ça commençait à Saint-Jean-Baptiste, puis ça finissait à peu près un petit peu avant la fin du travail. C'est là que la période où le manoir des Laurentides s'est bâti, puis tout ça. Avec la première salle de danse, puis les premières chambres. Le château, lui, existait depuis pas mal plus longtemps. Parce que c'était M. Biaudot qui était propriétaire de ça. Puis lui, comme il y avait du monde qui venait faire du bois, tout ça, ben lui, l'hiver, il servait, il y avait un bar, puis tout ça. Puis il y avait des chambres, puis l'été, ben, c'était pour le tourisme. C'est un peu comme la Croche, à l'hôtel du Lac Croche. Il y a eu l'hôtel du Lac Croche aussi. L'hôtel du Lac Croche, l'été, il y avait des touristes, mais l'hiver, c'était les joggers. Qui a été bâti après, là, ça aussi. C'est le plus vieux là, du groupe, c'était le Château du Lac à l'époque. Tu avais, à cette époque-là, il y avait bien des hôtels. Je ne l'avais pas mis sur ma liste, l'hôtel du Lac Croche, là, mais tu en avais 11 dans cette zone-là. Tu avais la vue du lac. Ils vivaient à toutes. Oui, tout le monde vivait à l'époque. Et c'était surtout pour l'été. Tu en avais au Lac Noir, tu en avais l'hôtel Godette, qui ont fait les premières boîtes à chansons quand j'étais à moi de Montréal. Ils venaient dans le sous-sol. Avec Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, tout ça. Là. On allait voir les spectacles dans le sous-sol, les boîtes à chansons à ce moment-là. Et là, après ça, là, c'était à l'époque où mon père, quand il a acheté son deuxième camion, s'est acheté un petit tracteur pour pouvoir charger son camion. Un peu, comme je te contais, le tracteur n'était pas bien fort. Et ma foi, je pense qu'il devait à peu près 2000 livres, ce qu'il appelait l'arraché à la terre. Quand il était dans les airs, c'était à peu près 500 livres. Là, ça ne parlait pas des grosses boîtes de camions. Non, puis à part de ça, ça nous mettait à échanger souvent parce que d'un tracteur à l'autre, ce qui arrivait, c'est qu'on avait toujours des plus performants. Puis le troisième tracteur qu'on avait acheté, là, on l'avait acheté avec un loader pas mal plus performant, puis là, on a mis une pépine dessus. Les premiers pépines qui s'étaient installés à Saint-Jonat. Ça, c'est toujours les tracteurs à chenilles. Moi, c'était toujours les à chenilles, parce que les machines à roues n'existaient pas bien à l'époque. Ça allait été vite, là, parce que c'était le commencement de l'hydraulique, ça. Hein? C'est même les pelles de l'époque, c'était toutes des pelles à câble. Il y avait ça, les dry-lines, il y avait des grands hauts. Quand il allait, comme d'un bas, il creusait le canal, je ne sais pas si monsieur a vu ça. C'était tout creusé avec des boquettes qui lançaient, là, puis qui ramassaient la terre, puis tout ça. Et là, l'hydraulique a été inventé, mais c'était pas bien fort, puis ça brisait souvent, puis tout ça. C'est que là, d'une machine à l'autre, c'est parce qu'on les faisait travailler tellement fort pour la grosseur de la machine qu'au bout de 2-3 ans, il valait mieux, plutôt que la réparer, il valait quasiment aussi bien la changer. C'est que là, ils nous donnaient un crédit pour notre vieille machine, puis on changeait pour un petit peu plus neuf, avec une nouvelle technologie, puis ce qui était meilleur, pas mal mieux, un peu plus fort, puis c'est ça. Et on a eu, à cette époque-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a changé 8 tracteurs, là, avec plus performant. Quand je suis allé au Lac-Silver, que j'étais travaillé chez vous, j'étais dans la période de la série C, qui était un tracteur qui était pas mal plus performant pour la grosseur qu'il y avait. C'était un tracteur qui allait un peu partout. Vu que les terrains étaient bien rough, et que tout ça, moi,
c'était ma spécialité d'aller dans les montagnes puis tout ça, parce que les machines à roues, il y avait de la misère à descendre là-dedans. Puis ça remplaçait un peu les tracteurs avec des lames, que, mettons, qui creusaient des caves, puis ça prenait un grand territoire, mais ce que nous autres, ça travaillait dans pas grand. Et c'était suffisamment fort pour faire l'ouvrage qu'on avait à faire à ce moment-là. C'est que là, ça, on a fait ça jusqu'en 75. À cette époque-là, on a changé de camion plusieurs fois aussi, parce qu'on travaillait dans le bois. Et c'était dur l'hiver pour le camionnage, parce que je revoyais le bois de 4 pieds pour la compagnie. Après ça, les bio. Puis tout ça, c'était assez dur. L'été, c'était moins dur un peu, parce qu'on revoyait le bois mou. Mais l'hiver, c'est parce que c'était froid, hein? Puis ça brisait plus, et tout ça. J'ai été pendant 4 ou 5 ans, puis à un moment donné, le mal de dos m'a pris, j'ai été d'arrêter. Et on revoyait le bois à ce moment-là. Tu avais les chantiers, les Villeneuve, ouais, c'était tout au crochet, hein, à cette époque-là. Et tu avais du bois. Les Villeneuve, là, quand ils ont fait le bois, là, qui n'avait jamais été coupé, tu me dis que tu avais eu des photos de ça? Oui, oui. Bon, il y avait, en hiver, là, le bois avait avrégé 35 bûches à la corde. Tu avais des bûches qui étaient à la hauteur de la table. Le bois, c'était assez beau de passer là-dedans avant que la coupe soit faite. C'était une vraie beauté. Okay, on voit des photos, là, des anciennes photos là, de Boulassier, de Raymond, puis les Billots, ça doit avoir 3 pieds de diamètre. Ah oui, c'était ça. Moi, le plus gros morceau de 4 pieds que j'ai vu à l'époque, il y avait 48 pouces. C'était presque. Une fois, on avait compté les années. On était 2 ans pour charger son crochet à l'époque. Il y avait le camp La Rochelle qui était un petit peu en avant du camp de M. Villeneuve. Tous ces chantiers-là, ça allait domper au Lac-Cyprès, sur la dompe du Lac-Cyprès. Tu avais M. Lavoie, Isidore Lavoie, qui était jobber, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à cette époque-là. Et lui, il était un petit peu plus loin au Lac-Cyprès, vers le barrage, à l'autre bout, à la Dame. Et, son bois était moins pesant un peu. Parce que plutôt que du sapin qu'il appelait le sapin bleu, qui était pesant dans faire épouvantable, lui, il était dans l'épinette jaune. C'est que pour nous autres, les chargeurs, on avait bien ça, parce que c'était moins pesant. Puis on faisait l'hiver dans les chantiers. L'été, mon père continuait son charroyage de Bilou, là, qui entreprenait. On en a charroyé pour le moulin de Issa, La Chapelle. On en a charroyé à Rodon. Là, il était reconnu parce qu'on avait une chargeuse à ce moment-là. C'était un câble, c'était une installation avec ça marchait sur la transmission du camion, avec un shaft puis il y avait un genre de winch, puis qui était avec une strap. Ça roulait tout le temps, puis quand que tu faisais pression avec la strap, le winch, lui, il faisait rouler un câble, puis ça faisait monter le Fait que tu avais un câble autour du bio qui montait... Non, c'était des bras de fer. Ah, OK. Et avec une poulie qui montait. Okay. Et là, tu mettais, mettons, 2-3 bio de bois mou, 4 bio, et là, il montait en charge, puis ça tombait dans le camion. C'était pas mal plus vite qu'à la main, là. C'était le changement qui s'était fait. Et nous autres, dans le temps, ça prenait moins de personnel que quand La Chapelle avait ses jammers, mettons. Et que ça y prenait une équipe d'hommes à ce moment-là pour pouvoir charger. Tout ça, tandis que nous autres, à 2 hommes, 3 hommes, on pouvait faire quasiment le même rendement. C'était reconnu pour ça. Après ça, il y avait à ce moment-là le gouvernement qui donnait l'ouvrage un peu à l'automne. Ils ont fait le gravelage du chemin Biodo. Une partie du chemin, parce que le chemin n'était pas ouvert à grandeur. Il y avait une partie qui était ouverte au village. Puis l'autre partie était ouverte à partir du coin de 329. Puis ça ne se joignait pas entre les deux. Là, il y avait pris du gravier à l'entier pour pouvoir charger ça à cette époque-là. Puis on trouvait à l'époque qu'il y avait des camions qui étaient assez gros, là, ils appelaient ça des 5 tonnes. C'est ce qu'on ne voyait pas, hein? C'était des petites 3 tonnes, mon vieux, avec des boîtes de bois. Puis là, ces camions-là étaient plus gros, mais c'était des 6 roues.
Ah. C'est que il y avait des gars qui étaient pas mal ambitieux, puis ils mettaient pas mal paysan, puis quand ils arrivaient pour domper, c'était tous des petits ponts de bois, puis ils défonçaient les ponts. C'est que les gars s'arrachaient les cheveux, puis tout rebâtir les ponts à ce moment-là. Ça, c'était cette époque-là. À l'époque des Mouillancy, il y a eu le feu de, je ne sais pas si tu avais entendu parler, du garage Légaré, qui était face aujourd'hui, c'était c'était Rock Aubin qui était dans le montée. Il y avait la maison de Émile Desrochers, ça s'appelle le garage BP. Tu te souviens du BP? Oui. Ouais, il y avait M. Émile Desrochers à l'époque. Et à côté, il y avait le garage Légaré, qui était monté sur pilier, là, parce qu'en arrière, il y avait à peu près 12 pieds. C'est qu'il y avait un plancher de bois, là, puis, qui faisait de la réparation, puis à un moment donné, le feu a pris, puis ça a tout passé au feu, cette histoire-là. Et il y avait des tanks à l'oxygène à ce moment-là, et ça avait explosé. Les pompiers avaient quasiment tout tombé sur le dos. À l'époque, ça avait fait peur, une affaire épouvantable. Ça, c'était un peu comme le garage Auger qui oui. Lui ici, mais c'était plus petit, un garage un petit peu plus petit. OK. Auger, c'était le deuxième garage où il y avait des pompes à gaz à l'époque. Après ça, dans les garages, tu avais des forgerons là, avant les garages. Tu avais le forgeron qui avait transféré l'ancienne salle municipale en face de la nouvelle salle que je t'ai parlé tantôt, sur le terrain en arrière de la Banque provinciale, qui n'était pas bâti à l'époque. Il avait transféré l'ancienne salle, puis il avait fait une forge avec. Okay. Et c'était M. Léon Choquette qui fait les chevaux, puis qui faisait tout ce qu'il y avait l'hiver, et il allait travailler dans les chantiers, qui s'occupait. Tu avais une deuxième forge qui était à la place de Pierre Forget, qui était M. Godon. Okay. Et le père, puis après ça, c'était Idé Godon, qui était forgeron. Après ça, ils ont transformé ça en un garage. Parce que la forge, ça ne marchait plus bien. La période des chevaux était passée pas mal. Et, quand tu parles de la maison derrière de la Banque provinciale, c'est pas Beau Séjour qui aurait... Oui, qui a ça maintenant. Okay. Qui a ça maintenant, mais qui aurait transféré, qui aurait déplacé la maison avec les chevaux? Non. Non? C'était la municipalité qui avait transféré. Et à côté de ça, tu avais la boulangerie. Ouais. La boulangerie de M. Charbonneau, Roland Charbonneau, qui était le premier boulanger, moi, que j'ai connu. Okay, à peu près ça. Qui a vendu à M. Desmeules. OK. Ouais, c'était... Et lui, M. Charbonneau, il était s'installer au coin de la rue à côté, là, en arrière. Là. Et, il y avait le bureau de poste, le premier bureau de poste que moi j'ai eu connaissance, c'est lui qui avait ça. Et il y avait, en même temps, il s'était parti une affaire électrique, d'électricité, il était électricien. Et il y avait une compagnie de vente d'huile aussi à l'époque, à ce place-là. Quand tu dis en arrière, là, tu parles de... La place Monette, là. La place Monette, qui faisait pignon sur rue, au coin. Okay. Le coin de la rue, là, c'était à l'époque, c'était le Roland Charbonneau qui avait là. Okay. Ça a brûlé à l'époque du feu de M. Monette. Là. OK. C'est pas mal après. Hein. Et la boulangerie où tu existait à ce moment-là. Ouais, de ce côté-ci. Oui, puis il livrait le pain, M. Lemeuil, dans le temps, il livrait le pain avec un châle pour le village. Et il s'est acheté une camionnette pour faire les camps, tous les camps, parce qu'il y avait des camps à Notre-Dame-de-Merci aussi. À l'époque, il y avait le camp Waro, puis il y avait le camp de la JOC, je pense. À l'époque, le camp Waro, c'était un camp de filles, puis la JOC, c'était un camp de filles et garçons. C'était peut-être filles, c'était filles aussi, à l'époque. Puis, c'était à l'époque où tous ces jeunes-là allaient faire du canot. Ils partaient de la rivière Pembino, ils faisaient tout le circuit du Pembino, des fois de l'Aquaro. Et quasiment tous les camps faisaient du canot à l'époque.
C'était à peu près une des seules activités qui... oui. À l'époque, c'était ça. Ouais. Puis après ça, on va aller Ça visiter. ne fait pas de mouche. Ouais. Puis, On s'y arrosait pas dans ce temps-là. comme il n'y avait pas de chemin autour des lacs, puis tout ça, ben, ils traversaient les lacs ben, souvent en canot, puis tout ça. Il allait faire la rivière du Nord, là, puis les moniteurs, ils partaient des camps, même de l'Entier. Il y avait des gros camps là aussi. Puis ils venaient faire du canot ici, puis avec les moniteurs. OK. Ils se promenaient 10, 12, 15 canots à la fois. Là. Ça, c'était à l'époque, nous autres, on était jeunes. On n'était pas bien vieux. C'était... Tu parlais qu'à un moment donné, le transport du bois, là, ça se faisait par camion ou sur le lac. Oui, ben, il y a eu, si on revient en arrière un peu, là, c'est que le moulin de Charbonneau, eux autres, la famille était grosse du côté du lac. C'était des Issa, mariés des Charbonneau, tout ça. Puis il y avait tous les loups qu'il y avait là. Eux autres, ils faisaient du bois l'hiver. Puis plutôt que de transporter sur la glace, souvent, ils le baumaient l'été, puis il y en a ça de nuit, parce que c'était moins venteux de nuit que de jour. Et il en arrivait aussi au moulin de la Chapelle à l'époque. Et la balance était transportée quand on pouvait pas avec les camions. Okay. Parce que le survoyage du bois, tout ça. C'était un peu l'époque des bateaux à vapeur, le steamboat qui appelait. Les compagnies. La compagnie, Ça, quand il y a eu le camp que je t'avais parlé, qui avait fait les autres, il avait fait, je pense, 50-60 000 courbes dans la rivière Michel, parce que c'était eux autres qui avaient le c'était Villeneuve et Villeneuve qui était déjà là. Et la rivière Michel, il faisait la drave sur la rivière Michel, qui arrivait dans des baumes. Là, puis là ben, il baumait tout ça. Là, il y avait le gros chaland qu'on avait déjà parlé, qui traversait le lac, puis s'en allait de l'autre côté. Quand il ne ventait pas trop, c'était pas pire. Mais la période où les glaces déprenaient, le printemps, on avait toujours une période d'une couple de semaines autour des lacs qu'il ventait beaucoup. C'est que si ça donnait à frapper un vent contraire à ce moment-là, à l'année, il avait été obligé d'attacher le yacht là, à Pointe-des-Prêtres. Puis il y avait été 4 jours qui avaient assez venté que le pont avait reculé jusqu'en arrière du château du lac, là, dans le fond de la baie. Parce qu'il n'avait pas été capable de tenir avec les câbles, là, parce qu'il pensait que le bateau fondrait. Il emmenait le bois au lac Tyr, dans la baie de Tyr. Puis de là, il y avait des bombes, là. Et c'était dirigé vers le barrage du lac Archambault. Oui. Après ça, du lac Archambault, c'était le lac Oiro. Ça descendait. Puis il rebaumait encore à partir du Rocher Rouge, là. Il y avait l'eau montait, puis le Rocher Rouge, il y avait de l'eau partout en arrière de ça. Il fallait monter l'eau assez haut pour pouvoir traverser le bois. Là, puis là, il ramassait encore, puis il faisait le tour de la Grand Pointe, puis il l'emmenait jusqu'au barrage du lac Oiro. Que là, ben, de là, il s'en allait naturellement à la rivière au lac Croche. Okay. Quand ils ont fait le bûchage de ce coin-là, à ce moment-là, ils ont fait le lac Saint-Onge, là, et tout ça. Ouais. Ça, tu dois en avoir entendu parler aussi. Puis... Le Caribou. Tu avais le lac Silver qui a été bouché à peu près à la même époque. Le lac Clair, ils appelaient ça le lac Clair à l'époque. Ouais. Après ça, eux autres, c'était dirigé encore le lac Croche, parce qu'à partir du lac Croche, ça tombait tout à la rivière Oiro. Puis tu avais le petit pont. Et bien souvent, il allait domper à partir du pont, je pense. Oui, bien, au Saint-Onge. Okay. Quand ils ont fait le Saint-Onge, puis ils ont bouché ce coin-là. Moi, je n'ai pas les survoyages d'hiver à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. Je sais qu'ils ont dompé au 5, là, à 5, au 4. Au 4, là, ils ont dompé l'hiver sans glace, à la fonte des neiges, pour que ça continue. La descente. Puis quand ils avaient fini de ramasser le bois, là, qui appelait la soupe, dans le printemps, bon, ben là, à ce moment-là, ça prenait le Oiro, puis ils se ramassaient des groupes. Là. Et là, ben, ils suivaient le bois, ils ramassaient tout ce qu'il y avait qui était dans le bord, tout ça, puis ils ramassaient le long de la rivière Oiro.
Et jusqu'à Rodon, de Rodon, il y avait le barrage électrique qui traversait ça, puis il y avait les chutes Darwin. Ouais. Puis ça se rejoignait un peu en bas de Rodon avec la rivière d'Assomption. Parce qu'il faisait de la trappe du côté de la rivière d'Assomption, parce que à partir du cyprès, il y avait une montagne, là, puis le bois descendait du côté de l'Assomption au lieu de venir vers le cyprès. Pour une partie. Moi, j'ai participé avec les camps des Isidore Lavoie. Ils remontaient le bois jusqu'au cyprès, à partir du lac d'Assomption. Tout le bois mou était remonté. Le bois franc, lui, était dirigé vers le moulin de Champeau, qui était à Saint-Côme à l'époque. C'était à cette époque-là. Non, ça couvre-tu toute la partie? C'est assez. Continue. Ça continue? Oui. OK. Bon, je voulais te parler un petit peu de la maison ici. La maison ici a été bâtie en 1927. Moi, quand j'étais jeune, je suis le seul de la famille qui est né ici. Les autres ont tous nés à Saint-Donat, mais ailleurs un peu. Puis, on n'avait pas, à ce moment-là, on n'avait pas le gazeux qui passait. On avait un puits, puis on avait un petit puisard, un tonneau, parce que tu avais un clos de vaisselle, un bout de toilette à ce moment-là. J'ai eu connaissance à un moment donné que quand ils ont passé ce fameux tuyau de travers-là pour faire le gazeux, que là, il y avait de la pression. Là, mon père s'est acheté une tank à l'eau chaude, parce qu'avant ça, c'était le poêle à bois, tu avais les cuvettes, puis tu avais le boiler en arrière pour chauffer l'eau. Ça, c'était la journée du lundi matin qui faisait le lavage, parce que pour faire chauffer l'eau, puis tout ça, ça prenait toute la journée de faire ça. Après ça, mon père s'est acheté, il appelait ça un waterfront, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qu'il mettait dans le poêle, où était le feu, pour chauffer la tank. Et ça avait un inconvénient, c'est que quand l'hiver, le poêle chauffait beaucoup parce que tout le chauffage était au bois. Le soir, là, mon vieux, vers la fin de la journée, là, la tank elle se mettait à bouillonner. Et là, je me rappelle, t'attendais blou dans la maison. Là, il rouvrait les chambres pour ôter de l'eau chaude, pour pouvoir mettre de l'eau chaude pour pas que la tank saute là, à ce moment-là. C'était à la même époque où on faisait son pain. Le mardi, c'était le pain, il y avait les huches, ce qu'il appelait. Là. Là, on faisait son pain pour la semaine. Après ça, il y avait installé, avant la casuque, il y avait installé une pompe à l'eau. Ça prenait un peu d'eau pour remplir la pompe à l'eau, pour pouvoir la remplir, parce que tu n'avais pas de feu de valve au puits, c'était un tuyau. L'eau montait, puis après ça, elle redescendait au puits. C'est une pompe électrique ou une pompe à bras? À bras. À ce moment-là. Ouais. Parce que l'électrique, ça n'existait pas à l'époque. Ça, c'était. On n'en parlera, tu me feras penser. Pour continuer mon histoire, là, après ça, ils ont fait installer les toilettes. Avec là, le puits, ils ont condamné le puits parce qu'on avait un puits. C'est que le puits est devenu le puisard. Puis à l'époque du puits, quand ils traillaient les vaches, tout ça, ils mettaient le lait. Il n'y avait pas de glacier ni plus clair. Ça me rappelle d'autres choses qu'il y avait à l'époque. Ça fait qu'à ce moment-là, ils mettaient le lait ou la crème dans le puits, puis l'eau était fraîche. D'un canis. Oui, d'un canis. C'était attaché avec un fil de fer. Puis là, après ça, on a eu les premiers glacières, ce qui m'amène à M. Henri Charette, qui était le premier à faire de la glace commerciale. Je t'en ai entendu parler? Oui. Bon, il avait fait de la glace au Bec à Canard à l'époque, qui était le chemin arrivé aujourd'hui. Le chemin Bilodeau. OK. Bon, le chemin se rendait jusque-là. Puis il avait fait une glacière là. Il faisait sa glace l'hiver,
Et l'été, il mettait du brintique, tout ça, puis l'été, il vendait sa glace. Il faisait toute la run de Saint-Laurent, de Run de Merci, avec un petit camion vert d'à peu près une tonne et demie. Avant ça, pour la période de la glace, dans le temps des chantiers qu'on parlait, aux fêtes, le monde, il prenait des vacances pour 3 semaines, un mois, tout le monde, et les chantiers fermaient, parce que ça, c'était la période où ils faisaient épaissir la glace sur le lac, au bord de l'eau. OK. Puis là, ils se mettaient 3 ou 4, 5 familles ensemble, avec les enfants. Là, tu avais un sieur qui était sur la glace, puis il faisait des blocs là, juste pour pouvoir les transporter. C'était chargé sur des bols, puis là, il remplissait les glacières. Chaque maison. Chaque maison. Chaque maison. Nous, on avait ça. En arrière, ici, à l'époque qu'on parlait du puits, après qu'on a eu la caduque, on avait ici la glacière. À côté de ça, tu avais un genre de chambre froide pour conserver un petit peu la viande, conserver les légumes fraîches, qui était rafraîchi par la glacière. À côté de ça, tu avais l'hangar à bois, parce que le printemps, le monde, ils faisaient leur bois, ils allaient chercher le bois avec des permis du gouvernement. Il y en a ça dans le cours, puis durant la période où il n'y avait pas d'ouvrage, mais là, ils faisaient le bois paille pour l'année suivante. Après ça, après l'hangar à bois, on avait la grange. La grange pour les animaux. En arrière, c'était la toilette. Avant qu'on pose la toilette, c'était des toilettes sèches. Après ça, tu avais